Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de TNTV. Tout de suite, les titres de ce mercredi 19 février. Un navire de pêche s'est échoué sur le récif à Papeete ce matin. Il est rapidement parvenu à s'extraire de cette situation avec le soutien du remorqueur Aitonui. Sur place, aucune pollution n'a été constatée. Pour commenter cette actualité, entre autres, le président de la Fédération des associations de protection de l'environnement est parmi nous. Winnie Kissage est notre invité. Un nouveau préavis de grève déclenché chez le fournisseur de l'électricité de Mourea Mei'o. L'établissement public en place depuis 2 ans en est à son 3e mouvement social. Au cœur des revendications, le manque de moyens et la vétusté de la centrale. Et puis le top départ de la Tahiti Pearl Regatta 2025 aura lieu le 5 mai. Les îles sous le vent vont vibrer durant une semaine au rythme des courses et des festivités. Une nouvelle fois, la population sera partie prenante de cet événement. Avant d'aborder ce fait divers, sachez qu'un homme est décédé aujourd'hui à Mei'o. Il est décédé des suites d'une crise cardiaque. Une information de nos confrères de Tahiti Info. Il se trouvait avec 2 autres personnes à bord d'un Potimarara lorsque le navire a chaviré en raison d'une mer agitée. Les conditions météo dégradées qui ont donc conduit ce matin à l'échouement d'un navire chinois dans la passe de Papeete. Le JRCC est rapidement intervenu pour coordonner les opérations de secours. 16 marins se trouvaient à bord. Andy Ebb, Esther Cuneo et Naya Bennett. À 10h30, un rassemblement de personnes se forme sur la digue, les yeux rivés sur l'horizon. Le Ping Tairon 316, un navire chinois avec à son bord 16 occupants, est ballotté par la houle, visiblement coincé sur le récif. Premier alerté, le JRCC qui coordonne les opérations de secours en mer. BMS numéro 17 sur les zones Delta 45. A priori, au départ, on n'a aucune idée de pourquoi il s'est échoué. Après, on saura que c'est la météo et il s'est approché trop près du port. Et du coup, il n'a plus du tout maîtrisé le navire. Mais a priori, rien à bord aucune défaillance n'était à bord. Le remorqueur Aitonui est alors dépêché sur les lieux. Également sur zone, la brigade nautique de la gendarmerie se tient prête à intervenir et relayer les évolutions des conditions météo. C'est comme ça qu'on a su qu'il avait une gîte dangereuse et qu'on devait se préparer peut-être à un navire qui allait être s'échouer et couler ou s'échouer et pouvoir se retirer tout seul. Finalement, il s'est retiré tout seul. Oui, il a réussi à sortir tout seul de la situation. Derrière, il y a le Aitonui qui est vite venu le prendre en remorque, à couple et le remettre à quai. À bord, aucun blessé, aucune trace de pollution non plus. Selon le Haut-Commissariat, une inspection conjointe du port autonome et du service d'État des affaires maritimes sera menée afin de vérifier que le navire peut reprendre la mer en toute sécurité, sans risque pour l'équipage ni pour l'environnement. Mais le Ping Tairon 316 n'est pas le seul navire chinois à quai. Dans le cadre d'une campagne annuelle d'inspection de sécurité, 46 navires devraient être contrôlés par des inspecteurs chinois. Tahiti offre au sein du Pacifique Sud des installations portuaires et des facilités qui sont intéressantes pour tous les navires qui pêchent à l'extérieur de la zone économique exclusive. Et donc quand ils ont besoin de faire des approvisionnements ou de passer des inspections plutôt du point de vue de sécurité, ils viennent sur Tahiti. Le JRCC suit quotidiennement leurs mouvements dans notre zone économique exclusive et vérifie qu'ils ne font bien que transiter. On s'assure effectivement que le transit de ces navires soit bien conforme à la réglementation aussi. Donc pas d'action de pêche et conforme à la réglementation qui est prise par le Haut-Commissaire dans les eaux territoriales et la zone économique exclusive. L'année dernière, plus de 3000 navires de commerce, de pêche et de croisière en transit ont été suivis par le JRCC. Voilà, et pour réagir à cette actualité, le président des associations, de la Fédération des associations de protection de l'environnement est parmi nous. Winnie Kissage, bonsoir. Bonsoir, merci pour cette invitation. Alors, ce n'est pas la première fois qu'un navire chinois s'échoue dans nos eaux. Quelles ont été vos premières réactions à cette nouvelle ? On est toujours un peu inquiet. Effectivement, on a déjà porté plainte contre des thoniers qui ont échoué, notamment à Rotoua et dans d'autres endroits. Quand on voit l'état du navire extérieur, on a un peu peur. On a l'impression qu'ils ne sont pas très bien entretenus. C'est des navires qui, en principe, pêchent à l'extérieur de notre pays, mais qui viennent ici
pour des raisons de sécurité, comme c'est expliqué dans le reportage. Donc on ne va pas trop s'opposer à ça. Ce qui nous embête aussi, par contre, c'est qu'effectivement, c'est souvent des bateaux qui pratiquent des pêches qui ne sont pas du tout écologiques, notamment à la Seine, avec des grands filets pour certains. Et les conditions de vie à l'intérieur non plus ne sont pas extraordinaires. Il y a eu des histoires dans le passé en rapport avec ça. On l'a dit, hein, aucune pollution n'a été constatée sur place. En revanche, on imagine bien que le récif a été endommagé par cet accident. Est-ce que pour ces faits-là, une procédure judiciaire pourrait être engagée? Là, on compte un peu sur la DIREN pour voir ce qui s'est passé. Nous, on a porté plainte, par exemple, pour un navire chinois qui avait dégazé. Grâce à des pilotes d'RTD d'ailleurs qui avaient pris des photos, donc on a gagné le procès dessus. Oui, on est attentif quand même à ce qui se passe et effectivement ça crée de la pollution. Tous ceux qui sont échoués sur des récifs, ils peuvent polluer complètement une île, au Tuamotu par exemple. La solution, c'est notamment de créer des espèces de couloirs, de corridors et les obliger à passer dans ces corridors. De ce fait, on sait déjà où ils sont et qu'on ne les permette pas d'aller n'importe où. C'est une discussion que vous avez déjà eue avec le pays? C'est des projets qui existent dans le pays. Je pense qu'il faut rapidement les mettre en œuvre. Ça permettrait de faire intervenir justement et de les suivre d'une manière beaucoup plus rigoureuse que dans le passé où ils se promenaient un peu dans tout le pays. Quand il y avait un échouage, c'était difficile d'aller les secourir. Alors Minikessa, j'en reste dans l'eau, mais du côté de Punaauia cette fois, où la baignade à plusieurs reprises a été interdite ces derniers temps en raison d'une casse sur l'émissaire des eaux usées. Quelle est votre réaction et comment est-ce qu'on peut faire avancer ce dossier? Ça fait plusieurs fois déjà. Alors on s'inquiète parce que ça fait quand même plusieurs fois en un an. Et c'est un lagon qui est très, très, très fréquenté. Moi, j'y vais de temps en temps pour pratiquer un peu de natation. Mais je ne suis pas le seul. Il y a des surfeurs, il y a des baigneurs, il y a énormément de personnes. Je pense qu'il faut que la mairie prenne absolument des mesures pour que ça ne se reproduise plus, parce que ça se reproduit de plus en plus. Il faut peut-être imaginer d'autres techniques ou peut-être d'autres émissaires de secours à côté. Et ça devient inquiétant. Alors pollution en mer mais également sur terre, la conformité des installations de la société Agritech récemment partie en fumée et qui entreposait des produits dangereux a également été remise en cause. Là aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas plus de contrôle? Il faut certainement plus de contrôle. Ensuite, il y a eu le feu, les pompiers sont intervenus. Ils n'étaient pas là, ça aurait peut-être été plus grave. Peut-être qu'on a des maisons auraient brûlé à côté, peut-être avec des personnes. La rivière a quand même été polluée. Voilà, donc après, on ne va quand même pas attaquer les pompiers qui font leur travail. Et ensuite, il y a l'eau qui s'est écoulée dans la rivière qui est à côté. Ça arrive dans. Je parle de la société en elle-même. Hein. Alors, la société elle-même, oui, il faut absolument mettre en œuvre du contrôle et faire en sorte que si ça se reproduit, qu'au moins tous ces produits peut-être restent dans des cuves. C'est ce qu'on fait notamment pour tous les stockages de mazout. S'il y a un problème, il y a des cuves autour des citernes qui permettent de retenir tout ces. C'est aussi ce qui se passe dans les bateaux. Il faut peut-être effectivement imaginer ce genre de dispositif aussi, bien sûr. L'environnement également pollué par le plastique. Une loi a justement été votée l'an dernier pour réduire son usage dans les bars et restaurants notamment. Elle s'étale sur plusieurs années, cette loi. Quel est son processus finalement et qu'est-ce que vont devoir subir un petit peu les bars et restaurants? Alors, c'est une loi qui est très bien. Ça fait des années que l'on demande à interdire l'usage de sacs plastiques. Donc la loi est passée. Dans la loi, il y avait par exemple les carafes d'eau. On le voit aujourd'hui dans les restaurants, c'est servi. Ça permet de réduire. Cette loi est bien appliquée parce qu'on ne le voit pas partout. Alors, justement. on voit chez certains restaurateurs, effectivement, on peut avoir des carafes d'eau. Ça réduit la consommation des bouteilles plastiques. Mais l'usage de plastique, l'utilisation de plastique à usage unique, on le voit encore tous les jours, que ce soit au marché ou pas. Donc il y a une loi qui est bien, mais derrière il faut certainement du contrôle et des moyens pour aller réguler tout ça. Des moyens et des solutions aussi pour derrière les il faut recycler, il faut recycler, mais il faut surtout du contrôle. Il faut absolument que ça s'arrête. On estime qu'il y a 100 à 200 millions de tonnes de plastique dans l'océan aujourd'hui. Si on ne fait pas le ménage sur Terre, c'est sûr que l'océan va continuer à être pollué.
Réduire l'usage du plastique pour sauver les océans, il en sera très certainement question à la 3e conférence des Nations Unies qui aura lieu à Nice au mois de juin. Quelle sera la place concrètement de la Polynésie dans ces débats ? Alors effectivement, c'est l'année des océans proposée par l'ONU. Donc il y a cette grande conférence qui va se dérouler à Nice. Toute la planète y sera présente. Nous, on organise justement fin mars, merci de cette question, une conférence qui va s'appeler Tereo Temoana. Nombreuses associations du Pacifique seront là, parce que je pense qu'on est tout à fait légitime, nous, déjà dans notre pays, avec notre ZEE, et puis si on rajoute toutes les ZEE de tous les pays du Pacifique Sud, on est largement légitime justement pour aller porter un message justement de préservation quel message justement vous comptez porter? Quelle est l'urgence? L'urgence, c'est d'abord les plastiques qui polluent énormément et dont on subit, nous, les conséquences. Demain, il y aura plus de plastique que de poissons, ça c'est terrible. On va manger du poisson avec du plastique dedans, ça arrive aussi, ça arrive jusqu'ici dans notre pays. Deuxièmement, je pense qu'il faut absolument lutter contre la surpêche. Aujourd'hui, on a la chance que dans notre ZEE, on pratique une pêche qui est écologique, le longline, mais à l'extérieur de la ZEE, les bateaux et de tout pays, espagnols, américains, pratiquent une pêche qu'on appelle à la Seine, dans laquelle il y a des grands filets qui ramassent de tout, des dauphins, des tortues, etc. Ça fait vraiment partie des chantiers que l'on veut mettre en œuvre et sur lesquels on lutte. Et à quoi sert concrètement cette conférence on en est à la 3e. Est-ce que depuis des solutions concrètes ont été trouvées? Alors, il y a beaucoup de lobbying, il y a aussi de l'économie derrière. Ces conférences sont justement le moment où nous, on peut venir avec les ONG proposer des choses. On essaie de faire du lobbying très intense et très fort pour obliger l'ONU justement à prendre des décisions internationales. C'est le cas par exemple sur les espèces protégées. Il y a des lois internationales. Tant que si on ne manifeste pas justement lors de ces conférences, si on n'est pas présent, ça continuera. Donc il faut qu'on y soit. Et s'il reste encore beaucoup à faire pour changer les comportements, la Polynésie peut tout de même se targuer d'être un exemple en matière d'environnement. Vous avez d'ailleurs mis en place, vous, début février, un système de dons pour donner un coup de pouce aux associations de protection de l'environnement, le fonds Natura Polynesia. Comment est-ce qu'il fonctionne et qu'est-ce que vous avez déjà pu récolter jusqu'à présent? L'objectif du fonds, c'est justement d'aider toutes ces associations. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, énormément de choses sont faites par les associations, dans l'écologie, dans la préservation de l'environnement, mais aussi dans d'autres domaines, dans le social, dans le sport, etc. Énormément de bénévoles. Si vous regardez bien, tout repose sur des bénévoles et ces associations ont besoin d'aide. Donc, on a constitué ce fonds-là avec le soutien de certaines entreprises, notamment la Socredo, la TSP et d'autres entreprises qui nous aident. Et ces fonds-là vont être destinés à aller aider ces associations. Et le plus qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a signé une convention avec Tahiti Tourisme parce qu'on pense effectivement que ces associations peuvent développer des produits qui intéresseraient les touristes. Aujourd'hui, les touristes qui viennent de loin ne font pas vraiment de compensation carbone, mais par contre, ils sont très intéressés à participer à des actions concrètes. Voilà. Et c'est ce qu'on va essayer de réaliser. Ils peuvent eux aussi faire des dons au travers d'une plateforme. Voilà. Et donc, chaque touriste, et même nous, bien sûr, j'encouragerai les personnes à pouvoir aider directement ces associations-là sur les sites qu'on va mettre en œuvre. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir, Vini Kissage. Merci. Merci. Gérer soi-même la production et la fourniture d'électricité est-elle une bonne idée pour Moorea? La question se pose sur l'île où les agents de l'EPIC Te Itorou no Moorea Mei'o ont à nouveau déclenché un mouvement de grève. Ils dénoncent un manque de moyens et la vétusté de la centrale. Cette grève intervient un mois après un blackout général sur l'île sœur. Nicolas Pérez, Jeanne Tinorua. Nouvelle crise au sein de l'EPIC Te Ito no Moorea Maiao. 2 ans après sa création, le gestionnaire de l'électricité sur l'île sœur connaît son 3e mouvement de grève. Le maire se dit surpris. On ne sait pas qui sont les personnes qui sont derrière. Et pourtant, que tout ce qu'ils ont demandé, on a commencé déjà à améliorer au niveau de l'EPIC. Des véhicules, des matériels, mais je pense qu'ils demandent plus pour eux-mêmes.
Pour la CSIP, syndicat majoritaire, ces affirmations du Tavana cachent le fond du problème. On a déjà signé des accords d'établissement où il y a la rémunération, les grilles salariales qui sont à l'intérieur. On n'a pas demandé plus. Tout ce qu'on demande, c'est les moyens pour faire tourner comme il faut. Le secrétaire général adjoint de la CSIP dénonce notamment un manque de suivi technique qui mettrait en péril la centrale. Sur les 5 groupes, on a 2 qui fonctionnent bien. Et les 3 autres, ils sont un peu bancals. On ne peut pas les utiliser à pleine puissance parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont dépassé les périodes, le nombre d'heures de révision. Et ça va faire comprendre aux membres du CA et aux nouveaux directeurs. Ils ne se rendent pas compte des gros problèmes et tout ça. François Pearson, directeur général de l'EPIC et Ito no Morea Mayao, admet que sans l'appui technique d'EDT, l'ancien concessionnaire, il faut transformer les méthodes de travail. À l'heure actuelle, nous n'avons plus le soutien, le support technique de Pouraille, pour le dire clairement. Et de ce fait, il faut qu'on travaille différemment. Et ça, on est dans ce qu'on appelle la transformation, une transition en termes de conduite du changement. Et ça, c'est la vraie difficulté de l'EPIC depuis 2 ans. De nouvelles discussions devraient avoir lieu dès demain pour travailler sur un protocole d'accord. En attendant, la direction de l'EPIC informe ses abonnés que le règlement des factures ne pourra se faire qu'en ligne, en attendant un retour à la normale. Des ayants droit de l'atoll de Tupai aux îles sous le vent se sont à nouveau fait entendre ce matin. Ils ont exprimé leurs inquiétudes face à l'arrivée de potentiels investisseurs et sollicitent le président du pays pour la préservation de ce patrimoine foncier. Des revendications portées par l'association Puarei Ateri Itaumiho. Pour elle, hors de question de vendre ces terres ancestrales que le pays a acquis en 1997. Selon les membres de l'association, l'accès à l'atoll leur est également interdit. Écoutez son vice-président, il est au micro de Thomas Chabrol, émérité Atto. 48 familles, ou du moins 48 revendicants de Tupai, aujourd'hui ne sont plus propriétaires. Parce qu'en fin de compte, un notaire qui s'appelle Marcel Lejeune de l'époque avait eu gain de cause au tribunal parce qu'il a usurpé nos terres. Cette usurpation a été validée en justice et pire encore, c'est que 2 mois plus tard, le gouvernement et la politique de le président de l'époque a acheté cette terre à 680 millions. Le gouvernement, depuis 27 ans, gère l'atoll de Tupai qui fait 980 hectares. Nous ne voudrions pas être spectateurs aujourd'hui alors même que nous avons des droits. Et ces droits, nous, aujourd'hui, ont été bafoués et nous demandons à ce qu'on nous reçoive pour discuter parce que nous avons des projets aussi, comme des pensions de famille, comme des cocoteries à exploiter encore demain, et puis des projets touristiques et aussi de pêche et d'agriculture sur tout le pays. Avis aux amateurs de voile, une nouvelle édition de la Tahiti Pearl Regatta est annoncée du 5 au 9 mai à Raiatea et Taha'a. Comme l'an passé, une journée portes ouvertes pour la population des îles sous le vent viendra s'ajouter aux festivités. Désiré Teivao, Tahiti, Tauniwa Moussan. À l'instar de la Hawaii Kinuiwa, la Tahiti Pearl Regatta s'est imposée au cours des 20 dernières années comme un événement phare aux îles sous le vent. Pour assurer la continuité de ce succès populaire, la Fédération tahitienne de voile a introduit pour la 2e année consécutive une journée porte ouverte à Uturua. Objectif, partager la passion de la voile. Le mercredi, c'est une journée off, c'est une journée où on fait appel à la population pour qu'ils viennent naviguer sur les bateaux. On avait fait ça en septembre et ça avait eu beaucoup de succès. Donc je fais un appel à la population. Et c'est festif, il faut que tout le monde vienne, participe à cette TPR. Comme chaque année, ça a toujours un énorme succès auprès des coureurs et même de la population. Côté régate, la formule reste la même pour cette édition de la Tahiti Pearl Regatta avec différentes catégories engagées. Il y a plusieurs types d'embarcations. Il y a les habitables, comme vous voyez derrière moi, ce sont les croiseurs, les gros voiliers. Il y a ce qu'on appelle la voile légère, c'est tous les petits catamarans qui participent régulièrement à la Tahiti Pearl Regatta, à la TPR, et les holopuni qui j'espère vont venir cette année en nombre pour grossir la flotte. Rendez-vous donc entre le 5 et le 9 mai dans les lagons de Raiatea et de Ta'a pour une nouvelle édition de la Tahiti Pearl Regatta.
Voilà, le rendez-vous est donné et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au programme de votre soirée, l'émission de 0 à 100 km/h, suivie d'initiatives Fénois le Doc, consacrée au Heiva. Enfin, retrouvez la série Damages. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.